Bienvenue Jean-Luc Mélenchon. Vous répondez donc aux questions d'Alba Ventura et François Langlais pour cette grande interview. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Arnaud Montebourg a créé la polémique hier après ses propos au grand jury RTL sur l'immigration. Il dit stop à l'immigration illégale. Il souhaite pouvoir renvoyer ceux qui sont sous le coup de ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire, ceux qui sont expulsables. Et pour cela, il veut bloquer les transferts d'argent qui transitent via Western Union à destination des pays qui ne veulent pas reprendre leurs nationaux expulsés de France. Jean-Luc Mélenchon, ça vous choque cette proposition ? Ah ben oui, parce que c'est une mesure d'une cruauté totale. Il faut bien comprendre que les gens qui quittent leur pays, c'est une souffrance de s'en aller. Souvent, c'est au péril de leur vie. Et lorsqu'ils arrivent dans les pays où ils vont trouver du travail, envoyer des sous à la famille au pays d'origine, c'est la base de tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont partis. Ce sont des personnes expulsables. Cela représente 100 000 personnes en France. Oui, mais c'est pas de ça dont il est question, madame. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est comme il y a des gens qui sont expulsables et que les gouvernements n'acceptent pas de les recevoir, M. Montebourg propose, ainsi que M. Zemmour et Mme Le Pen, de punir d'une manière générale les ressortissants immigrés qui travaillent en France des pays considérés. C'est-à-dire des gens qui ne sont pour rien dans tout ça, ni dans le comportement de leurs dirigeants, ni dans le comportement des immigrés illégaux. Donc il ne s'agit pas d'empêcher les gens qui sont illégaux d'envoyer de l'argent, il s'agit d'empêcher tous ceux qui sont membres ou originaires du même pays qu'eux. Alors, il faut vous rendre compte que, 1, j'ai dit c'était cruel, 2, c'est stupide. Car si l'argent de cette petite part, parce que c'est pas tout qui peut retourner au pays, ne retourne pas au pays dans les familles d'origine, alors d'autres gens partiront et émigreront tout simplement pour ne pas mourir. Alors, il faut savoir enfin que c'est l'aide, cet argent qui revient vers les familles, c'est l'aide qui est considérée comme la plus efficace pour ces pays. Pourquoi ? Parce qu'elle va directement à la famille. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'interception en cours de route, etc. Donc c'est une mesure qui est cruelle, qui est injuste, parce qu'elle frappe des gens qui n'y sont pour rien. Vous remarquerez qu'ils ne proposent pas de saisir les biens des gouvernants de ces pays, qui sont en France. Et puis, troisièmement, c'est absolument et radicalement contre-productif. Pardon, je termine, c'est très sérieux. Il y a des pays pour qui ces transferts représentent 25% de leur richesse. C'est une somme qui est supérieure à l'aide directe que les États font ou les investissements. C'est donc une bombe atomique qui est lâchée sur ces pays à la faveur d'une petite phrase pour faire plaisir au pire de ce pays. Si on élargit la focale, toujours sur le sujet de l'immigration, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que une communauté nationale, ou ses représentants élus, décide de qui et de combien d'étrangers elle veut accueillir sur son sol en fonction de ses besoins et de ses capacités d'accueil ? Ça me paraît assez évident, sinon il n'y aurait ni frontières, ni visa. Cette évidence, en général, sert ensuite à amener des arguments qui, eux, le sont beaucoup moins. Qui est que, compte tenu du fait que nous avons le droit d'eux, alors ça nous donnerait tous les droits sur les personnes. Non, ce n'est pas vrai. Il y a 2 choses à faire. La première, c'est faire en sorte que les gens ne partent pas de chez eux. Donc, autant leur donner des raisons de rester. Donc, on ne leur supprime pas les retours qui viennent de l'immigration. Et deuxièmement, une fois qu'ils sont là, nous devons les traiter humainement et dignement. S'ils sont en situation irrégulière, est-ce que vous seriez prêt, vous, président, à régulariser les clandestins comme l'avait fait la gauche en 1982, comme l'avait fait la gauche aussi en 1997, quand vous étiez au gouvernement ? Certainement. Vous régularisez tous les clandestins. Ouais, ça y est, c'est parti. Non, mais c'est pour vous faire... Et même les autres, madame, pendant qu'on y est, ceux qui ne sont pas partis. Alors, dites-nous clairement ce que vous voulez faire. Alors, laissez-moi parler. Ce sont des choses sérieuses. Il se répand dans le pays une ambiance de haine et de xénophobie dont le pays ne se remettra pas si on s'y abandonne. Et si chacun, pour ramasser sa petite part de marché, se sent obligé d'en rajouter, en cruauté, en méchanceté, en refus d'humanité. Alors, oui, nous sommes un pays avec des frontières et des visas, et nous demandons à ce que nos frontières et nos visas soient respectés. 2, nous sommes confrontés à un problème dont personne n'a trouvé la solution. Même ceux qui prétendent que par la brutalité, on va y arriver. Parce que rien n'empêchera jamais, depuis que l'humanité est humanité, vous m'entendez ? Depuis que les êtres humains existent, ils migrent. Depuis toujours. C'est même une de leurs caractéristiques. Par conséquent, que faire ? Il y a des gens qui sont en voie d'expulsion. Premièrement, on les traite dignement. On ne les empile pas. On ne les maltraite pas. On ne met pas des enfants en prison pendant 90 jours avec leurs parents. Premièrement, on les traite correctement, humainement. Deuxièmement, nous avons des gens
qui sont des clandestins. Alors vous êtes des grands esprits, dites-moi combien il y en a. Par définition, c'est un chiffre qui fait l'objet d'estimations très très différentes. Allons-y, dites un chiffre au hasard, celui que vous voulez. Écoutez, c'est pas à moi de décider combien il y en a. Je veux dire, vous parlez de quelque chose dont vous n'avez aucune idée. Non, c'est vous qui êtes candidat à la présidence. Non, monsieur Langlais, c'est vous qui posez la question. Vous me dites, est-ce que vous allez régulariser les clandestins? Combien il y en a, puisque vous posez la question? C'est pas moi. Mais peu importe. Non, pas peu que importe. faites-vous des clandestins? Ah voilà, non mais c'est là, madame, c'est là qu'on voit votre désinvolture. Peu importe, madame. Peu importe qu'il y en ait 200 000, 400 000 ou 800 000. Peu importe. C'est une question qui se pose, Jean-Luc Mélenchon. Attendez, pardon madame, je n'essaye pas de vous mettre... C'est une question d'actualité politique. Oui, mais j'ai très bien compris, vous inquiétez pas, c'est une question... Alors répondez s'il vous plaît. Non madame, posez des questions claires. Est-ce que oui ou non, peu importe? Je vais vous dire pourquoi ça a de l'importance. Vous polémiquez pour pas grand-chose. Non, Merci mais parce de que, nous répondre. Pardon, mais c'est l'argument. Attendez, si c'était nouveau. Ça fait maintenant 20 ans que ça dure avec le Front National. Je reprends donc mon argumentation. S'il y en a 200 000, s'il y en a 400 000, s'il y en a 800 000... Il y en a entre 200 et 300 000, selon les estimations les plus raisonnables. Les plus raisonnables. Admettons, je prends le chiffre de 300 000. Bien. Vous devez donc les capturer. Parce que par définition, ils sont clandestins. Donc vous allez déployer un appareil policier pour capturer 300 000 personnes. Vous les mettez où? Et pendant que vous faites ça, est-ce que les autres arrêtent de rentrer? Et une fois que vous les avez capturés, parce que comme peu importe, on les rassemble, on les met en tas, on les met peut-être dans des stades, et puis là on commence à dire, alors monsieur, madame, vous venez d'où? Et on commence à trier. Alors, celui-là, il vient de tel pays, celui-là, il vient de tel autre. Combien il vous faut d'avions? Combien il vous faut de bateaux? Donc, faites des prières pour que tout le monde aille au même endroit. Mélenchon, parce que sinon, vous y passerez... avec ces 300 000 personnes? Non, mais attendez. Quelle est la question, cette fois-ci? Est-ce que vous les régularisez ou pas? Bon, est-ce que vous avez entendu mon raisonnement? Donc, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous paraît pas suggérer une question? Comment se fait-il que des gens puissent proposer une autre méthode que celle qui consiste à dire « voyons où on en est ». Si vous avez des gens qui sont en France depuis 10 ans, que leurs enfants sont à l'école, ou même qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'au bout de 10 ans, on finisse par leur donner la possibilité de rester dans ce pays? Qu'est-ce qui s'y opposerait? Je vous supplie de répondre à cette question. Pourquoi on empêcherait ça? Pourquoi on maltraiterait les gens comme ça? Jean-Luc Mélenchon, la crise du Covid n'est pas une affaire réglée. Vous avez entendu, jeudi dernier, l'OMS a mis en garde l'Europe de manière assez brutale en disant qu'1 demi-million d'Européens pourraient mourir d'une 5e vague d'ici à février. On sait que les contaminations sont très inégales en Europe et cela dépend beaucoup de la couverture vaccinale. Néanmoins, il y a un rebond et le président Macron va prendre la parole demain soir. Si vous étiez au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes à l'Élysée, est-ce que vous incitez nos compatriotes les plus fragiles et les plus de 65 ans à faire leur rappel de vaccin? 3e dose au rappel. Ah ben, moi, personnellement, vous avez bien dit inciter. Oui. Bon, alors, inciter, oui. Obliger, non. Inciter, oui, je suis moi-même vacciné. Je l'ai fait parce que, rationnellement, en disant je vais baisser le risque, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit, vous sortez pas du risque, monsieur Mélenchon, vous avez encore la possibilité d'être contaminé et de contaminer les autres. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je m'oppose au pass sanitaire, parce que c'est une fausse sécurité, et je crois même que maintenant, le pass sanitaire va nous mettre en danger. Parce qu'une personne qui aurait un pass sanitaire et qui vivrait dans un logement surpeuplé, ça existe, hélas, il y a beaucoup de monde dans les logements surpeuplés, 3 millions, il est clair que les logements surpeuplés sont des foyers de contamination plus grands qu'ailleurs. Les mêmes personnes se retrouvent sur les quais du métro le lendemain, là je parle en parisien, mais c'est la même chose à Marseille, et là on ne contrôle rien du tout. Donc c'est une fausse sécurité, parce que les gens qui ont le pass sanitaire peuvent contaminer. Alors j'inciterai évidemment, moi je dirais, écoutez les gens, je ne vais pas vous apprendre la vie, vous êtes grands, vous êtes adultes, vous choisissez tout seul, d'ailleurs vous ne suivez pas mes conseils, sinon vous voteriez pour moi tous. Donc vous ferez bien comme vous le sentez. Vous allez le faire, vous, ce rappel? Je pense que je vais le faire, mais attendez, parce que là, ils vont me farcir de piqûres, là. Je dois faire aussi, compte tenu de mon âge, le vaccin de la grippe, et quoi encore. Donc, non, mais on fera les choses bien. Mais faisons bien attention à ce que nous faisons, et rappelons-nous des responsabilités de chacun. Lorsque j'ai parlé d'une deuxième vague, on est à la 4e ou à la 5e, Monsieur Maluret, sénateur de droite, est allé à la tribune du Sénat pour dire que le docteur de l'université de Cuba, Jean-Luc Mélenchon, prétendait qu'il y aurait une deuxième vague. Nous avons fait l'objet de toutes les moqueries. À un moment donné, le gouvernement disait les masques servent à rien, les tests servaient à rien. Écoutez bien, pour obliger les gens à se vacciner, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, ils leur tordent les bras jusqu'à ce qu'ils se vaccinent, on a mis le test PCR, il est payant. Autrement dit, le seul moyen qu'on avait de savoir si oui ou non on est malade, dorénavant, il coûte 40 €. On vous a entendu. Donc le test doit être gratuit, les masques doivent être gratuits, et ça c'est les mesures... Attendez, je finis, j'ai plus qu'une chose à dire. C'est que
depuis le début, je dis, ça ne suffira pas. Il faut organiser une société du roulement. On ne part pas tous à la même heure au travail. Et sur le lieu de travail, comme par exemple dans cette radio, que ceux qui y travaillent se réunissent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions sanitaires. Je ne connais pas une personne qui soit suicidaire au point de s'en foutre. Donc on finit par trouver toujours partout la bonne idée. Sur l'énergie, vous faites le choix de sortir progressivement du nucléaire, progressivement d'ailleurs, puisque ça s'étale jusqu'en 2045, en vous appuyant sur le scénario de Négawatt. C'est une association de spécialistes qui promeut la sobriété et les renouvelables. Ce que vous ne dites pas, c'est que justement, ça s'accompagne de traductions très concrètes sur le quotidien des Français. Négawatt parie sur une diminution des 2/3 de la consommation d'énergie à horizon 2050. Est-ce que vous êtes prêt pour ça, comme le recommande Négawatt, à limiter l'utilisation d'Internet et des portables, à limiter les volumes de vêtements neufs vendus dans les magasins, à interdire les vols intérieurs, à limiter l'habitation individuelle de façon à réduire la consommation d'énergie primaire. Bon, vous avez fait votre choix dans le scénario Négawatt. Moi, ce que je prends du scénario Négawatt, c'est parce qu'il y a eu une polémique sur la date. Il y a, avant l'ère Macron, Négawatt a annoncé 2035. Donc moi j'ai dit, c'est 2035, puis avec moi ça va aller plus vite. Ça pour sera la sortie 2030. Du nucléaire. Oui, la sortie du nucléaire. On parle de ça. Pour sortir du nucléaire, ma question il y a portait des sur la conditions. sobriété. J'ai compris, mais moi c'est ma réponse. Alors, donc, il avait dit 2035. Et maintenant on dit on a perdu 10 ans avec M. Macron, donc c'est 2045. Je reprends la date. Pour faire taire la polémique, qui, vous voyez, reprend sans arrêt. Pourquoi ? Parce que dans tout ce que vous dites, il y a une chose que vous dites pas, monsieur Langlais. Le nucléaire, il n'y a pas de risque ? Si, bien sûr qu'il y a des risques. Non, il n'y en a pas, puisque vous proposez, vous dites c'est impossible. Mais non, je ne dis pas ça. Alors, la question, c'est... la question numéro 1, c'est pourquoi faut-il sortir du nucléaire ? C'est pas combien de temps ça prend, Non, je ne conteste pas du tout ça. Ah bon ? J'entends votre scénario, vous avez des arguments pour le défendre, ça n'est pas ça que je c'est peut-être conteste. de ça dont on pourrait parler. Non, pourquoi faut-il sortir du nucléaire ? Justement, c'est que vous ne dites pas que ça s'accompagne nécessairement d'une réduction forte j'ai compris. de la Je suis un consommation menteur et un cachotier. Mais on y vient. Mais commençons par en faire entendre à ceux qui nous écoutent. Au lieu de ce que je ne dis pas, de ce que vous ne dites pas. On est là pour le dire, ce que vous ne dites pas. Vous ne dites pas que c'est dangereux. Nous habitons en région parisienne. Il y a une centrale nucléaire qui est à Nogent, qui est la seule du monde qui est en amont du fleuve qui sert la capitale, d'accord ? Le jour où il y a un problème, puisque vous venez d'admettre qu'il peut y en avoir un, ça tombe bien, tout le monde l'admet, même les responsables du nucléaire, sauf les politiques qui défendent le nucléaire. Mais tout le monde l'admet. Eh bien, vous devrez déplacer 12 millions d'habitants. Monsieur Langlais, laissez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler le jour où il y aura un problème et dire, mais la dernière fois, vous trouviez que c'était trop dur de diminuer la diffusion des vêtements. Alors, maintenant, oui, il faudra de la sobriété dans la consommation. C'est absurde, les rues éclairées sans arrêt, les vitrines éclairées sans arrêt, les autoroutes éclairées, tout ça est absurde. Et puis, mais puisque vous parlez des vêtements, quand un jean qui se vend nécessite autant d'eau pour être fabriqué que ce qu'il faut pour une personne pendant 7 ans, quand il fait 2 fois le tour du monde avant d'arriver sur vos fesses, monsieur Langlais, permettez-moi de vous dire que tout ça est exagéré, que ce mode de civilisation doit changer. Mais tout le monde le comprend. Tout le monde y est prêt. Alors bon, on vous proposera d'autres choses qui seront plus marrantes. Évidemment, il faudra développer la capacité à remplacer le nucléaire par d'autres énergies, des énergies qui, elles, sont renouvelables. Voilà, c'est pas la mort de trouver ça. On a bien trouvé le nucléaire, on peut bien trouver le contraire. La gauche méconnaît la vie quotidienne des milieux populaires. Ça, c'est le directeur de Terra Nova, Thierry Pêche, qui le dit. Et je vous cite le sondage à la une du Figaro aujourd'hui. Les classes populaires sont toujours captées par Marine Le Pen, 28%. Suivent Emmanuel Macron et Éric Zemmour, 18 et 17%. Et la gauche est loin derrière vous, c'est 9% qui vous font confiance parmi les classes populaires. Oui, bon... Nous verrons, c'est à la une du Figaro, c'est Madame Le Pen, Zemmour, machin, ok, on a compris. C'est la même leçon depuis 10 ans, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai que les milieux populaires sont passés à l'extrême droite. Ce n'est pas vrai. Ça se verrait si votaient plus à gauche. Non. Il y a toujours eu des gens de droite et d'extrême droite dans les milieux populaires, parce qu'il n'y a que des gens qui raisonnent de manière anti-scientifique et anti-sociologique, qui croient que parce qu'on est d'un milieu populaire, on vote à gauche, voire à l'extrême gauche. Mais ça vous surprend que Éric Zemmour capte plus les milieux populaires ? Non, ça ne me surprend pas à la une du Figaro. Si c'était à la une de l'UMA, peut-être, mais là, non, c'est à la une du Figaro. Laissez-moi rigoler avec ces sondages. Mais par contre, regardons en face. Le directeur de Terra Nova a quelque chose à dire. C'est précisément lui qui recommandait au Parti socialiste de ne plus s'occuper des milieux populaires et de s'occuper des couches moyennes supérieures parce qu'elles vont voter. Par conséquent, les milieux populaires, je peux vous garantir que leurs préoccupations sont des préoccupations
populaire. Et qu'il est évident qu'une fois qu'ils ont été matraqués par 230 articles par jour dans la presse écrite, 14 000 depuis le mois de septembre, des heures de télévision sur M. Zemmour, eh ben, beaucoup se disent, il doit y avoir quelque chose de vrai, puisque des gens aussi intelligents que ceux qu'on voit à la télé en parlent tout le temps. Ils sont capables de se faire leur avis eux-mêmes, non ? Pardon ? Ils sont capables de se faire leur avis eux-mêmes. Mais c'est bien ce qu'ils vont faire, madame. Vous allez le voir. Ils vont faire leur avis eux-mêmes. Vous irez jusqu'au bout, vous ? Et de quoi ? Vous irez jusqu'au bout ? J'ai pas compris ce que vous m'avez demandé. Jusqu'au bout de la présidentielle ? Bah oui, puisque je suis candidat. Vous avez l'intention quoi, que je m'en aille ? Oui, mais la gauche est faible, et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas moi qui l'invente. Ah voilà, c'était ça l'idée. On est tellement faible, on s'en va. Vous savez quoi ? On est faible, il suffit qu'il y ait un candidat, ça serait magique. On est faible, on s'unit. Pardon ? On est faible, on se rassemble. Ah bon ? Bah occupez-vous-en, vous. Vous avez vu combien il y a de candidatures à gauche ? Combien ? Il y en a 5 ou 6. Voilà. Combien il y en avait en 1981 ? Donc ça vous convient ? Non, madame. C'est vous qui faites des questions qui n'en sont pas, qui sont des affirmations. Et ensuite, comme vous êtes balote, parce que vous faites prendre. En 80, où on a gagné, il y avait 6 candidats. Cette année, il y a 6 candidats. C'est quoi la différence ? C'est qu'il en faut un qui soit fort. Si vous voulez qu'il y en ait un qui soit fort, c'est simple, me voilà. Merci Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de quoi, madame. Vous restez avec nous. Excusez-moi de vous répondre. Mais on vous connaît, on vous connaît bien. C'est dans ma manière d'être que de renvoyer les balles quand elles arrivent. N'y voyez rien de personnel. Je remets la balle, si vous le voulez bien. Au milieu de la table, vous restez avec nous, Jean-Luc Mélenchon. À 8h10, un petit café Calvi. Et puis à 8h20, c'est vous, chers auditeurs, qui prendrez la parole pour interroger Jean-Luc Mélenchon en direct au 3210 ou par SMS au 64 900 code matin. Terminé, non, oh là là, mais restez avec nous, vous êtes dans les de Philippe Cavrivière dans un instant. Mais non, mais peut-être que le goût de la polémique m'aura égaré. On n'a pas eu le temps de parler de pouvoir d'achat. On va le faire. On va le faire. Il y aura sans doute un biais pour le faire avec nos auditeurs, croyez-moi. Très bien. Notre invité Jean-Luc Mélenchon est resté pour votre chronique. Ouais, c'était pas gagné, hein, surtout après l'interview d'Alba et de François. Je me suis dit dans quel état ils vont me le mettre. En tout cas, moi je suis ravi, camarade Jean-Luc. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire comme mal de vous à la rédac, dans votre dos en plus et il viendra jamais, il déteste se lever le matin, il va nous envoyer son hologramme. Allez écouter, il y a Joe Star, Pierre Palmade et Jean-Luc Mélenchon qui sont pas du matin. Bon, cela dit, pour Alba et François, c'est pas simple non plus. Ils rentrent juste de vacances. C'est pas redémarrer par Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ce qu'on appelle redémarrer en douceur, quoi. Mais Alba François, ils étaient en pleine forme. Je trouve ils ont posé des super questions. C'est pas comme Benjamin Sportouche. Hein. Tout le monde le sait que. Vos questions sont quand même assez débiles. Ouais, ça c'est Anne Hidalgo. Elle a fait une Alec Baldwin dans le plexus de Benji Sportouche. Hein. Elle dit pas que des bêtises, hein, Madame Hidalgo. Ouais, mais en tout cas, le coup est parti. Là, c'était au grand jury dimanche dernier. Encore un accident de chasse un dimanche. Hein. Elle va pas très fort, Anne Hidalgo. Hein, en plus, ce week-end, il y a François Hollande qui l'a soutenu. C'est coup dur. Mortel. Coup dur sur coup dur. Elle n'a pas besoin de ça. Hein. Il y en a qui veulent la débrancher. Elle deviendrait le premier cas d'euthanasie légale en France. Du coup, elle va donner son corps à la science et c'est 5% à vous, Jean-Luc, peut-être, j'espère pour vous. Alors, non, 5%, elle les a pas. Ah merde, bon, 4, elle va vous donner 4. Prenez-les. C'est vous le plus vachard. Hein. Alors, depuis le début de la saison, en candidat à la présidentielle, nous avons reçu Michel Barnier, Marine Le Pen, Éric Zemmour, enfin, s'il devient vraiment candidat. Et ce matin, donc, Jean-Luc Mélenchon. Qui est le mieux placé sans vous, Philippe ? Sans hésiter, Jean-Luc Mélenchon, pour 2 raisons essentielles. 1, parce que je suis là, et 2, parce qu'il est en face de moi. Et moi, je trouve, Yves, on le disait, 70 ans, c'est le bon âge pour accéder à la présidence. C'est même un peu vert, un peu jeune. Quand vous ferez votre 2e mandat en 2027, vous serez plus jeune que Joe Biden maintenant. Yes, mais je veux pas. Un seul. Bon, on n'en prend qu'un. Puis 70 ans, moi je dis t'es focus, t'es au boulot. Tu fais pas le foufou à livrer des chouquettes en scooter à des actrices connues, t'es au taf. Tu vois. Alors Jean-Luc Mélenchon... Il confond le taf et un mandat. Mandat, c'est pas non, c'est pas pareil. Et puis je vais vous dire, la garantie que ça vous donne, c'est que moi je fais pas une carrière. Non, tous les autres ils font une carrière, pas moi. Moi je fais mon boulot, point barre. Je m'en vais le plus vite possible. La constituante et mon programme. Moi, il est convaincu. Jean-Luc Mélenchon est votre favori, mais Arnaud Montebourg a réitéré, moi je peux gagner ce que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas faire. Oui, il doute de rien, le gars Montebourg, le producteur de miel. Ah oui, c'est Maya l'abeille. Dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon est à 10. Nono Montebourg est à 2 et donc très logiquement Nono lui tend la main et lui propose gentiment de le rejoindre. Il est persuadé que 2 c'est plus grand que 10 et pas très fort en compta pour un ancien ministre de l'économie. Faut pas s'étonner qu'il plante ses boîtes. Et il est pas vraiment en remontada. Ouais, il est en tranquillada, en casse-gueulada tout doucement. Alors la gauche va pas formidablement bien. Elle est plus divisée que jamais et le total des voix de droite. C'est la question. C'est pour ça qu'à quel moment il va intervenir. Et le total des voix de droite n'a jamais été aussi élevé. Comment l'expliquez-vous ? Je vais vous expliquer, c'est facile. Je vais vous dire avec des mots simples pour que Yves Calvi, on sent qu'il est un peu juste, qu'il comprenne. La gauche, c'est quoi ? La gauche, c'est être gentil avec les autres. La droite, c'est être
gentil avec soi-même. Et l'extrême droite, c'est être méchant avec un petit groupe qui n'a rien demandé. Et c'est très tendance, l'extrême droite. Hein. C'est la grande mode automne-hiver. Alors, pourvu que ce ne soit pas la mode printemps-été 2022. Voilà, c'est juste ça. Tiens, alors, un mot d'Éric Zemmour. Il affirme que les Français qu'il rencontre le supplient, je le cite, de les sauver. Sauvez-nous. Ils me disent ne nous abandonnez pas. Oui, les Français ils disent sauvez-nous de la barbarie, Eric. Ils ont peur, les Français, ils vivent dans l'angoisse. En fait, c'est The Bodyguard, Kevin Costner avec Whitney Houston. Bah, c'est Eric Zemmour. Alors, je ne sais pas si en cas d'agression, je trouverais refuge dans les bras musclés d'Eric Zemmour, moi. C'est curieux d'être rassuré par Eric. En tout cas, ce soir, le grand débat des candidats LR. Vous avez vu ça? On est fiers, hein. C'est sur RTL. Hein. RTL et LCI, ça va être un phénomène planétaire. Hein. Vous voyez Squid Game avec Netflix? Bon, ben rien à voir. Non. Voilà. Alors, il y a Pécresse, Bertrand, Barnier, Ciotti et Philippe Juvin. Philippe Juvin, c'est un colis abandonné en gare. On ne sait pas ce qu'il fout là, mais du coup, il emmerde tout le monde. Et c'est toujours bizarre, les débats, parce qu'est-ce qu'il y a vraiment un gars qui change d'avis pendant un débat? Est-ce qu'il y a un gars qui va dire j'ai bien réfléchi, Pécresse, Bertrand, Ciotti, je vais voter Mélenchon. C'est très rare que ça arrive. Oui, bon, au final, l'élection, c'est... Mais ça arrive, hein, surtout qu'ils ne se gênent pas. Ah, alors, au final, l'élection, c'est dans 5 mois et demi. Le problème de pas mal de Français, ils n'ont pas eu de gros coups de cœur. Voilà. Ils ont l'impression, les Français, d'être une petite Afghane qui va être encore mariée de force pendant 5 ans. Bon, déjà, Jean-Luc, vous avez déjà clairement séduit Alba et François Langlette. Il vous reste, allez quoi, 25-30 millions de Français à séduire. Et c'est gagné, c'est mariage d'amour. Inch'Allah. Oh là là, vous prenez des risques là. Et il y a un islamo-gauchiste ici. Ah bon? Ben lui, il dit Inch'Allah. Il y a de tout. Ouais. Vous êtes peut-être comme moi, parce que moi, ça, je le dis des fois. Ça me vient je le dis mécaniquement. tout le temps, ça fait partie de notre culture. Bah voilà, moi c'est dans ma. Pourtant, bon, c'est pas ma religion, quoi. Mécaniquement et avec 2 minutes de retard, on vous retrouve pour un café. Mais c'est moi qui ai ralenti et ensuite nos auditeurs qui notamment veulent parler du coût des achats de la vie quotidienne avec vous et donc du coût de la vie. Je sais que vous le souhaitiez. Jean-Luc Mélenchon, bienvenue au Café Calvi. En fait, j'ai 5 minutes. Je vous donne tout de suite le timing pour que l'on parle d'autre chose que de politique, quoique. En fait, la vraie question vous concernant, c'est que fait Jean-Luc Mélenchon quand il ne fait pas de politique? Ça n'existe pas, alors comme ça, elle pourrait me régler. Bon, bah, on m'a toujours dit que vous aviez une forme de curiosité pour la science-fiction, que vous lisiez Isaac Asimov. Ah ben, et ça vous inspire? Ça vous inspire? Ah, beaucoup. La littérature, d'une manière générale, la science-fiction. En particulier? Oui. Ah bah oui, en particulier non, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus lu de la science-fiction. Il y a eu un moment donné, j'en ai lu 1000, et puis après, bon, il y a eu une certaine saturation. Mais ça a toujours... Il m'arrive de relire. L'hologramme utilisé dans vos meetings est venu de là? Oui, absolument, du cycle de Isaac Asimov, pour ceux qui connaissent. C'est le cycle de la Fondation, qui est très intéressant, que je vous recommande. Alors moi, j'ai moins bien compris votre période quinoa. Est-ce que ça dure? Oui, ça dure. J'ai changé un peu mon régime alimentaire, mais je dois dire, sans le succès que j'en attendais. Alors, en fait, j'ai une question peut-être plus personnelle, et pour vous et pour moi d'ailleurs, puisque nous avons fait de très nombreuses émissions de débat ensemble. D'où viennent ces changements d'humeur soudains, où l'on passe d'un très beau temps à des orages terrifiants, Jean-Luc Mélenchon? C'est dans la nature elle-même que les choses se passent comme ça. Vous passez du beau temps à l'orage et vous ne lui posez pas de questions, mais à moi, oui. Non, c'est normal qu'on vous pose cette question. Non, je blague. Je blaguais, monsieur Calvi. C'est pour dire, il y a aussi la part calculée de ma part. Lorsque je lâche la bride ou pas. Il y a des fois où ça me dépasse, bien sûr, mais le plus souvent, c'est calculé. Mais vous voulez être président de la République, et vous aurez entre autres la responsabilité du pouvoir nucléaire. D'où ma question, c'est, je trouve normal que l'on s'interroge sur ces orages, puisqu'on va vous confier, si vous devenez notre président de la République, un pouvoir bien particulier. Oui, alors ça m'amuse, on me l'a déjà dit, ça. Oui. Parce que vous imaginez, vous savez, il y a une boîte, alors le président a la clé dans sa poche, il ouvre la boîte, ce jour-là, il est furax, il appuie sur tous les boutons. Alors, bouton bombe atomique, bouton augmentation de salaire, tout en même temps, le même jour. Non, c'est pas sérieux. Ce qui compte dans l'esprit d'un décideur, c'est que sa tête soit claire sur ce qu'il y a à décider. Permettez-moi de vous dire qu'en matière de géopolitique, j'ai pas l'impression que je souffre beaucoup de la concurrence pour l'instant. Il vous arrive de vous dire, je vais trop loin, faut que je me calme? Comme tout le monde. Prenons un exemple. Je plante un clou pour mettre un cadre. Je rate le clou, c'est le doigt qui prend. Je pousse des hurlements disproportionnés. Et évidemment, je mets en cause toutes sortes de gens et de choses.
Bon, là, oui, je me dis, ça va trop loin. Le voisin va se demander ce que je suis en train de faire. Dans un autre registre, vous me confirmez votre passion pour les cactus, dont je ne sais pas si elle est bien réelle, parce que ça m'a fait rire en préparant. Qui est-ce qui vous a raconté un truc pareil? J'ai trouvé ça quelque part. Alors, je vous cite pas mes sources. Non, mais tout ça parce que je ne peux pas avoir deux chats. Je suis un punk à chat. Moi, vous savez, il y a des punks à chiens, et moi, je suis un punk à chat. Et je ne peux pas avoir deux chats parce que ma vie ne me permet pas de m'en occuper assez régulièrement. Et disons que la présence d'un compagnon de cette nature me manque beaucoup. Alors, j'ai adopté un cactus, figurez-vous. Et parce que j'en avais vu au Mexique et ils m'ont plu. Et ce cactus a eu le bon goût de se mettre à pousser au premier arrosage. Donc il n'est pas inerte, il est là. Et alors mon cactus porte le nom du président du Mexique, qui s'appelle en abréviation AMLO, qui est un ami personnel, et donc je l'appelle Amlito. Et tous mes copains qui vous ont raconté cette histoire savent que quand on arrive chez moi, on est prié d'aller admirer Amlito. Le cactus, Amlito. Cette dernière question peut paraître bizarre, mais vous faites de la politique depuis maintenant plus de 40 ans. Plus, ne réduisez pas mes talents. J'ai 70 ans et j'ai commencé à faire de la politique à 16 ans. J'avais envie d'être plaisant, bien. Mais pourquoi? Mais quelle vie, mon vieux? Habituez-vous à l'idée que le temps passe. L'âge, c'est bien aussi quand on est en bonne santé. En quelques mots, pendant alors ces 50 années de vie politique, qu'avez-vous appris, Jean-Luc Mélenchon? Comme tout être humain, au contact d'une activité, on apprend sur soi, sur les autres. J'ai appris la lenteur désespérante de l'histoire. Surtout quand on croit qu'elle est animée par une nécessité qui la conduit vers un objectif, et quand on découvre que non, l'histoire non plus n'a pas de but ni de sens, et que c'est seulement les êtres humains avec leurs pauvres petites mains qui sont en état de la transformer, que je vois qu'ils transforment rien, notamment à la COP26, j'ai vu ça. Bon, il y a des moments où vous faites de la déprime et où vous pourriez passer de l'amour de l'humanité qui anime les gens de ma famille politique à une forme de misanthropie où vous dites mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, pourquoi ils font pas ce qu'il faut faire, bon sang de bois. Et donc je comprends mieux ces alternances d'humeur grâce à cette dernière réponse. Oui, ce sont les moments où passe le ciel noir du doute. Merci Jean-Luc Mélenchon. On vous retrouve dans quelques instants pour répondre aux questions des auditeurs d'RTL au 3210 et je vous présente Cyprien Sini qui va lui nous proposer son surf de l'info. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez sous l'œil de Jean-Luc Mélenchon avec le tout premier débat des 5 candidats républicains. Hop, alors là les amis, événement RTL. Oh que oui, ce soir 20h40 sur RTL.fr et sur LCI et sur RTL.fr, j'ai déjà dit mais c'est fait exprès. Oui. C'est le vrai grand début de la primaire qu'ils appellent congrès mais qui est en fait une primaire des Républicains et là, ça rigole plus. Ils rêvent de succès, ils attendent la gloire. Sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Et pour ce premier prime de la LR Academy, 5 candidats surentraînés avec... Son entourage le présente parfois comme le Joe Biden français. Oui, Michel qui sent monter la vague. Il y a un mouvement qui se crée sur la candidature que je présente. Mais aussi Eric. On est à un moment où l'histoire de France bégaye, hésite. Alors, c'est pas Zemmour, hein, c'est Ciotti, lui. Sans oublier Valérie. Je vais à ce congrès pour le gagner. Et Xavier, bien sûr. Il faut convaincre. Ah oui, enfin, il y a Philippe qui galère un peu puisque lui, il cumule 2 boulots. Ce matin, j'étais dans mon hôpital. Donc, je fais campagne en même temps que je travaille. Ouais, ça va pas être simple pour lui. Et tous les 5 veulent donc devenir président de la République. Alors, ce soir, pour ce premier débat, à 20h40 sur RTL.fr et sur LCI et sur RTL.fr... Xavier et Valérie se rendront-ils compte qu'ils se ressemblent tellement? Bah oui, Xavier. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. Ça ne se joue plus dans les partis politiques. Et Valérie? J'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que la refondation de la droite doit se faire à l'extérieur du parti. Et tous les deux sont revenus. Et le gouvernement Macron pour Xavier? Tous les jours, ça se vérifie. Ce sont des amateurs. Et Valérie, elle en pense quoi du gouvernement Macron? Ce gouvernement d'amateurs qui nous gouverne. Oui, verront-ils qu'ils sont en fait faits l'un pour l'autre? Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On arrête de nous prendre pour des imbéciles. Mais non. Et puis Michel, en profitera-t-il pour déballer son CV pour la 350e fois en 15 jours? J'ai une expérience très longue d'élu local en Savoie. J'ai été 4 fois ministre de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac. Et puis j'ai cette expérience européenne qui est absolument... Oui, le Brexit, on sait. Alors, vont-ils garder leur nerf? Réussiront-ils à vous convaincre? Est-ce que demain matin, ils prendront tous le même minibus pour aller honorer la mémoire du général de Gaulle? Vous le saurez en écoutant le premier débat de LR Academy ce soir à 20h40 sur RTL.fr et sur LCI
et sur RTL.fr. Merci Cyprien Signé, on vous retrouve ce soir pour défaire le monde avec votre équipe dès 18h40. 18h40, 19h. Vous suivez ce genre de débat, Jean-Luc Mélenchon? C'est cruel de parler d'eux comme ça, c'est bien. Écoutez, il faut quand même que la droite républicaine veuille bien ressortir de sous la table, déjà pour défendre la République et taper Zemmour au lieu de l'imiter. Mais moi, je compte sur eux. Enfin, si vous voulez, la France est une démocratie. Il y a plusieurs. C'est pas parce qu'ils sont de droite qu'à mes yeux, c'est des fachos. Donc, ils ont le droit d'être de droite, de pas être. Bon, et puis moi, j'ai le droit d'être autre chose. Hein. Mais je trouve que quand ils débattent, c'est bien parce que ça leur donne une chance de se faire entendre. Et il faut pas trop les moquer parce que sinon, alors. Rien n'est possible. La démocratie, ça passe par des figures comme ça. Alors, il y en a d'autres qui font autrement. C'est mon cas. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de primaire. Je pense que c'est une machine à démolir les gens. J'ai choisi une autre méthode qui a été de dire je suis d'accord pour être candidat si vous êtes 150 000 à me soutenir. Bon, ils sont 260 000, je suis content. Mais chacun a sa méthode, mais chacune doit être réfléchie, regardée. Alors, pour l'humour, on a le droit. Hein. C'est le sport français. De se moquer de tous ceux qui ont un pouvoir ou qui ambitionnent d'en exercer un. Mais après, sur le fond, une fois la blague passée, respectons ça, voilà. Vous venez de le Moi, dire. je les écouterai. Alors, ils sont tous les deux la surenchère réac, hein, les 3, les 4, là. C'est celui qui va inventer la retraite le plus tardif. Ça y va, J'ai quoi. des auditeurs qui veulent discuter avec vous dans un instant. Si vous le voulez bien. Des auditeurs bonjour. électeurs. Dans un tout petit instant, les auditeurs électeurs, justement, vont vous interroger. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être resté avec nous. Et on commence avec Daniel, qui est commerçant et qui nous appelle du département du Gard. Bonjour Daniel, Jean-Luc Mélenchon vous écoute. Bonjour. Bonjour monsieur. Kelly, bonjour monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, je suis commerçant, je roule pas mal. J'ai mon épouse qui fait 120 km par jour pour aller jusqu'à son travail et revenir. Concernant le prix des carburants, quelle est votre position et quelles seraient vos méthodes pour, si vous voulez, réduire ces prix? Alors, la question porte sur le prix des carburants. Enfin, en fait, Oui. Alors, que comptez-vous faire? Bon, je suppose qu'on ne va pas me laisser le temps de développer ma théorie sur le sujet, monsieur, mais je crois que, d'abord, vous touchez juste à un endroit qui est extrêmement important. C'est que, compte tenu de la façon avec laquelle le pays a été organisé, réorganisé, urbanisé, d'une certaine manière, tout le monde est loin de tout. Et par conséquent, pour la moindre chose, il faut monter dans une voiture. Surtout quand on est en milieu qu'on l'on appelle rurbain. C'est-à-dire, on est à la campagne, mais en même temps, on est en réalité dans un milieu urbain. Alors, 10 bornes pour aller ici, 10 bornes pour aller là-bas, à la fin de la journée, ça cube. Donc, quand les prix augmentent, ils augmentent pas par magie, ils augmentent parce qu'il y a des causes à leur augmentation. C'est la mort pour toutes sortes de gens qui sont déjà à la limite de l'équilibre budgétaire. Et même pour ceux qui n'y sont pas, c'est beaucoup trop cher. Alors, vous avez deux solutions. Là, le gouvernement en a choisi une. Moi, j'en ai une, je vous la résume d'un mot, blocage des prix. C'est-à-dire, je bloque les prix là où ils étaient avant la hausse. Pas ce qu'a fait monsieur Castex, parce qu'il m'a entendu 2-3 fois parler de blocage des prix. Oui. Alors, il dit, mais je bloque les prix. Alors, finalement, c'était après la hausse. Et deuxièmement, c'était seulement dans une certaine proportion. Écoutez bien les chiffres. Il a décidé de donner un chèque de 100 €, ce qui fait fort peu, mais peu importe. Ça coûte au pays 3,8 milliards. La nuit dernière, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, vendredi, pardon, à minuit, à l'Assemblée nationale, on a voté que l'on dédommagerait les fournisseurs d'énergie pour le blocage que l'on a fait de leur prix au-delà de 4%. Ça coûte, c'est prévu, à 1,2 milliard. À mon avis, il y en aura pour plus que ça. Autrement dit, écoutez-moi bien, 3,8 milliards plus 1,2 milliard égale 5 milliards. Une fois et demie le montant de l'impôt sur la fortune s'il avait été laissé. Alors, qui va payer ça? Alors les gens disent, ah ben c'est bien. Mais non, c'est vous, ballot, qui allez payer. Puisque de toute façon, ça va rentrer dans le budget de l'État. Donc c'est vous qui allez payer 5 milliards pour dédommager, au total, mal d'ailleurs, de la hausse des prix. Que faudrait-il faire d'autre? Je vous propose une autre solution. Un, blocage des prix. Deuxièmement, écoutez bien. Deuxièmement, je prends 10%, pas plus, des profits des fournisseurs de gaz et de pétrole, je leur prends 10%. Et avec ça, je prends 500 € que je peux donner à chaque famille d'abonnés au gaz, pour prendre cet exemple-là. Et ces 500 €, c'est pas pour rien que je vous dis chiffre, c'est que c'est justement le coût total de la hausse depuis 2017
du gaz. D'accord ? Donc, ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Deuxièmement, je suis absolument, totalement contre les chèques qui viennent du budget de l'État, que ce soit sous chèque direct ou que ce soit sous la forme de, comment ils disent, allègement des taxes, comme disent tous mes chers camarades, qui ne veulent pas toucher au capital. Ben, vous savez combien ils ont pris total cette année de bénéfices ? 7 milliards et demi, ça va quoi ? C'est les entreprises qui doivent payer pour vous. Eh bien, évidemment, c'est ceux qui sont responsables de la hausse qui le payent. Alors évidemment, c'est un peu cuisant pour eux la première année, mais ça va quoi. Hein, quand on fait 7 milliards et demi de bénéfices, on peut de distribution de dividendes, on peut quand même respirer. Je vais vous demander des réponses un peu plus courtes. Je sais que c'est frustrant. En tout cas, vous avez répondu en 3 temps et c'était très clair à Daniel. On donne la parole à Étienne qui lui est éducateur spécialisé. Il nous appelle du département de la Meuse. Étienne, Jean-Luc Mélenchon vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Mélenchon, bonjour Monsieur Calvi. Bonjour. Donc c'est Étienne de la Meuse, du département rural. Donc Monsieur Mélenchon, vous avez annoncé vouloir redonner du pouvoir d'achat aux Français, ce qui est très bien. Vous proposez notamment de bloquer le prix de 5 fruits et légumes. Est-ce que vous comptez vous arrêter là ? Alors, d'abord, bonjour à l'éducation spécialisée qui est bien malmenée. La Convention de 66 est peu respectée, mais c'est pas la question. Non. On a besoin de clubs de prévention parce que c'est du travail qui se fait directement auprès des personnes qui, du fait de ce contact, ne seront pas violentes et ne dériveront pas. Alors, les prix, moi j'ai proposé 5 prix et légumes. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut trouver quelque chose qui percute l'imaginaire collectif. Pourquoi ? Parce que tous les jours passe à la télé, il faut manger 5 fruits et légumes pour être en bonne santé. Problème, les gens ne peuvent pas se le payer. Donc tous les jours, on vous jette à la figure que vous ne faites pas ce qu'il faut pour vos gosses. Parce que vos gosses, ils sont là, ils disent « Ah bon, 5 fruits et légumes, est-ce que je vais avoir ceci ou cela ?» suivant ce que le gamin préfère. Je prends cet exemple familier pour vous dire que moi j'ai très mal vécu le fait qu'au moment où les prix explosaient, eh ben on continuait à balancer cette pub. Alors avec, vous savez, l'art de se foutre du monde qui est spécifique de genre de campagne. Imaginez-vous cette campagne quand vous la projetez à Cayenne, en Guyane, auquel les 5 fruits et légumes ça correspond à rien par rapport à là-bas. Enfin bref. Donc monsieur, je suis pour bloquer les prix de première nécessité. Mais surtout je suis pour... Pourquoi je dis les prix de première nécessité ? La question c'était où vous arrêtez-vous en même temps. Hein, mais vous allez voir. Si c'était maintenant là, je ferais ça. Je commencerai par bloquer les 5 fruits et légumes. Mais juste derrière, il faut prendre des mesures pour pas être obligé de bloquer tout le temps tous les prix. Bon, que faire ? Par exemple, mettre un coefficient... pardon, ça devient compliqué. Quand un produit arrive dans la grande distribution, ils y appliquent un coefficient multiplicateur. Oui. Ils multiplient par X pour que ça couvre leurs frais et garantisse leurs bénéfices. C'est ces coefficients-là qu'il faut bloquer. Parce que, pardon, mais c'est pas normal que les pâtes coûtent 40% plus cher. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous avez 40% de marge sur les pâtes, parce que c'est pas 40% plus cher, c'est 40% de marge, ils peuvent en perdre un peu. Alors, il y a un certain nombre de prix. Oui, en effet, Monsieur Calvi, une liste qu'il faut établir sur des produits, on discute, pour savoir lesquels on met dedans. Par exemple, on ne mettrait pas forcément le tabac. Mais on mettrait d'autres choses. La baguette, par exemple ? Et on dit, la baguette, c'est 1 euro, je ne sais pas combien. 1,10 €, 1,15 €. Bon, voilà, la baguette, mais pas que. C'est surtout les choses, si vous voulez, qui servent à se nourrir, à avoir le ventre plein. Pourquoi ? Parce que vous avez 3 gosses par classe qui arrivent le matin sans avoir mangé un bout de pain. Parce que vous avez 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Et si vous êtes dans les grandes villes, vous pouvez l'observer, regardez autour des grandes surfaces, vous voyez le soir arriver les pauvres gens et les anciens qui arrivent et qui fouillent les poubelles pour trouver leur nourriture. Eh bien ça, moi, je l'admets pas. Et je pense que personne ne l'admet. Alors, au lieu de s'indigner, on ferait bien d'agir. Merci Étienne de nous avoir appelés. Christian, lui, vous pose une question SMS. Je la cite. Je voudrais savoir à quel âge, Monsieur Mélenchon, vous mettez l'âge de départ à la retraite. Pour vous, l'âge de la retraite, c'est quel âge ? 60 ans. 60 ans. Avec 40 annuités de cotisation. Voilà. Là, vous êtes parti, comme vous le savez. Les gens prennent leur premier boulot sérieux qui dure à 23 ans. Oui. Il faut 43 annuités. Ça vous fait un départ à la retraite aujourd'hui à 66 ans. Et ça vous fait une belle jambe de savoir que vous pouvez partir à 62 parce que si vous partez avant, quick, vous avez une décote. Ça vous fait des pauvres de plus, le système actuel. C'est tout ce que ça fait. Ça fait pas bosser un seul ancien de plus, Olivier, à 50 ans, vous m'avez répondu, donc je passe au prochain. Et il est artisan à Auxerre. Bonjour Olivier, Jean-Luc Mélenchon vous écoute. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Mélenchon, bonjour à tous. Donc moi une question très simple, si vous arrivez aux affaires, qu'est-ce que vous mettez en place pour un développement ou un accompagnement des PMI-PME en milieu rural ? Voilà. Eh bien moi, je vous fais la réponse la plus claire qui soit. Je remplis votre carnet de commandes. Parce que le principal problème des petites et moyennes entreprises, je sais qu'on évoque les cotisations sociales, nani nana, tout ça. Je connais je n'y crois pas. Je crois que ça marche
quand vous avez le carnet de commandes rempli. Quand le carnet de commandes est rempli, toc, en général, je connais les PME et puis même les entreprises, les très petites entreprises, le patron est pas un étrangleur, ce n'est pas vrai. Hein. Les choses se passent plutôt à la bonne franquette. Donc pour ça, de quoi vous avez besoin? Visibilité, rentabilité. Pour avoir ça, vous avez quelqu'un qui vous propose la planification du développement de l'activité économique du pays. C'est-à-dire, enfin, vous saurez de quel côté on va. Je ne sais pas ce que vous produisez dans votre entreprise, mais si c'est du bois et que je vous dis je vais organiser la filière bois, vous savez que ça vaut la peine d'investir dans des machines parce que je vais acheter. Si vous produisez des robinets, si vous produisez des tôles, vous savez que tout ça fonctionnera parce qu'on va devoir changer beaucoup de choses dans ce pays pour faire la bifurcation écologique. Il fait de l'aménagement intérieur, notre Olivier. Mais ça c'est bien, ça. Alors attendez, c'est vital les gars. Avec ça, vous allez me réparer les passoires thermiques qu'il y a dans tout ce pays. Il faudrait qu'on soit en train de réparer 700 000 logements. On a absolument besoin de vous. Et moi, je vous dis que je prendrai... Alors, on va regarder le crayon à la main, combien ça coûte et comment on s'y prend. Mais il est certain que si on fait de l'aménagement intérieur et qu'on empêche les appartements et les maisons de devenir des passoires thermiques, on va faire des milliards d'économies de consommation de pétrole, de gaz et d'électricité. Donc, surtout, les gars, bougez pas. Préparez-vous à vous retrousser les manches parce qu'avec moi, il va falloir bosser. Merci, Olivier. On donne la parole à Elisabeth qui vous appelle de Paris maintenant. Bonjour Elisabeth, on vous écoute. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour monsieur Mélenchon. Bonjour madame. Ma question est celle-ci. Si vous étiez élu à l'Élysée, quelle serait votre première décision? Ah, alors, bon, ça va pas faire très populaire ce que je vais dire, j'en sais rien, mais je vais vous le dire. On sera au mois d'avril. Je vais donc avoir des décisions à prendre qui vont concerner l'Europe. Mais je vous parle pas de ça. Je vais vous dire une chose. Il y a 300 000 personnes qui n'ont pas de domicile dans ce pays. Il meurt 2000 personnes tous les ans de la rue. La première chose qu'on fait, dès le mois d'avril, c'est qu'on s'organise pour récupérer tous ceux qui n'ont plus un toit sur leur tête, et on s'arrange pour que l'hiver suivant, ça ne soit pas l'hécatombe qu'on va avoir cet hiver. Je pense que le premier signal qu'il faut donner, c'est dorénavant dans ce pays, plus personne n'est abandonné. Et notamment les plus pauvres. Et vous savez, les plus pauvres et aussi les enfants, parce qu'il y a des enfants dans la rue maintenant. Et si vous habitez au 2e ou au 3e étage et que vous observez dans une ville, vous verrez le soir passer de pauvres femmes qui tiennent à la main des enfants et qui se cachent pour pas qu'on leur prenne. Merci de votre appel, Elisabeth. On va donner la parole et ce sera la dernière intervention à Patrick qui, lui, nous appelle du département du Val d'Oise. Jean-Luc Mélenchon vous écoute, Patrick. Bonjour monsieur Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Si jamais vous n'êtes pas élu à la prochaine élection présidentielle, est-ce que vous pensez passer la main à un de vos adjoints, monsieur Ruffin, monsieur Capinins, pardon, et bien d'autres. Bon, écoutez, déjà, pour vous répondre bien franchement, c'est une habitude intellectuelle de ma part. Pour avoir la niaque et l'allant d'un combat, on n'imagine pas qu'on va perdre. C'est pas d'accord, je vous le dis pour vous préférer. Je ne passe pas tous les jours à me dire « Et si jamais j'ai perdu ?» J'ai déjà assez à me poser de questions pour si jamais je gagne. Hein, bon. Alors, après passer la main, on a essayé de le faire. La première fois que j'ai essayé de le faire, hélas pour moi, la vie s'est retournée contre moi et François Delapierre est décédé rapidement à 42 ans. Maintenant, nous avons formé une équipe. Il y a 17 personnes qui sont élues députés. Je vous garantis que dans ces 17, il y a 3 ou 4 ou 5 grands leaders, femmes et hommes, pour la gauche de demain. De même, parmi les 6 qui sont au Parlement européen, il y en a parmi 5 d'entre eux, au moins 1 ou 2 grands dirigeants. Donc, moi, j'ai fait mon boulot. L'affaire est là, et ils auront le devoir d'inventer. Alors, j'ai créé le mouvement Insoumis, qui a suivi d'autres formes d'organisation, c'est une merveille, et maintenant je propose une stratégie, l'Union populaire. C'est-à-dire que d'autres gens vont venir avec les Insoumis pour faire campagne sur mon programme et donc ma candidature, et le 5 décembre prochain, je fais un meeting à la Défense, si vous voulez bien venir, ça me fera plaisir, parce que vous n'êtes pas loin, vous êtes dans le Val d'Oise, et là vous allez voir pour la première fois des personnalités de l'Union populaire se montrer à vous, et vous verrez. Vous verrez. Chaque chose en son temps. Les journalistes sont toujours impatients. C'est un peu normal. Mais pour répondre à la question de Patrick, oui, c'est votre métier. Mais moi, mon métier, c'est de nous tempérer. De faire en sorte que les choses viennent à l'heure. Et puis la tempérance, c'est de votre grande qualité. Tout le monde le sait. Mais exactement. Parce que si vous sentiez la dose d'indignation et de révolte qu'il y a en moi, ça se passerait pas aussi tranquillement. Je la connais. Dernière chose. Vous venez de nous dire, ils se débrouilleront entre eux.
Oui. Pour la suite. Parce que c'est ça, si c'est vous ce que j'ai voulez, compris. chaque homme ne doit. Moi, je ferai autre chose, hein. Mais chaque homme, chaque femme doit avoir l'intelligence de comprendre qu'on ne détermine pas, on n'est pas possesseur du futur. On construit à partir du présent, et c'est à chaque génération de savoir ce qu'elle a à faire. Moi, j'aurais volontiers. J'ai demandé qui est-ce qui veut être candidat cette fois-ci. Personne n'a levé la main de tout le groupe qu'on était. Il y avait tout le monde là, tous ceux qui. Bon, personne. Non, mais là, je vous le raconte en résumé. Alors, j'ai dit, moi, je suis prêt, mais à une condition. Moi, je marche pas. S'il y a que vous pour me dire oui, hein, je mettrai une condition, les 150 000 parrainages, feu de Dieu. Je pensais qu'il y en aurait pour 6 mois, ça a été réglé en 4 jours. Alors heureusement, maintenant, on est à 260 000. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir Merci Monsieur Calvi pour votre tempérance remarquée par les auditeurs, puisque vous ne m'avez pas agressé. De campagne.